bien avant que l'Arctique ne devienne la demeure des peuples que nous appelons aujourd'hui Inuits, leurs ancêtres vivaient en Sibérie, dans les plaines balayées par le vent de la Tchoukotka. Le sol y restait gelé la majeure partie de l'année, mais l'été court et lumineux offrait herbes, fleurs sauvages et le passage des troupeaux. Ces terres n'étaient pas vides, elles abritaient des chasseurs habiles, descendants d'anciennes cultures venues d'Asie du Nord-Est. Ils vivaient au rythme des migrations, suivant caribous et rennes sauvages, traquant phoques et poissons dans les eaux glacées. Leurs outils, simples mais précis, étaient façonnés dans la pierre, l'os ou le bois flotté. Lames finement taillées, harpons et grattoirs, chacun portant la trace d'un savoir transmis patiemment. Le climat déjà rude variait par cycle. Certains hivers s'allongeaient, rendant la chasse plus difficile. D'autres années, des étés plus doux ouvraient plutôt les routes de migration. Ces changements poussaient les familles à explorer plus loin, à chercher de nouveaux territoires. À cette époque, un passage naturel reliait l'Asie à l'Amérique, un pont de terre et de glace formé par le retrait des mers. Ce que nous appelons aujourd'hui le détroit de Bering n'était pas un bras d'océan, mais un vaste corridor balayé par les vents, où poussaient mousses et herbes rasses. Mammouth le nu, bisons et caribous y passaient, traçant des pistes que les hommes suivaient. Les familles avançaient par étapes. On dressait un camp. On observait les saisons. Puis on repartait. Chaque pas vers l'est menait vers l'inconnu. Le ciel restait le même. La neige avait la même odeur, mais les montagnes changeaient de silhouette. Et parfois, au loin, apparaissait une mer nouvelle. Les enfants grandissaient dans ce voyage, apprenant à lire les traces dans la neige, à écouter le vent, à deviner le retour des phoques ou le passage des rennes. Ce n'était pas une migration brusque, mais un glissement lent, presque imperceptible à l'échelle d'une vie. Des générations entières naissaient et mouraient sur ces routes du Nord, franchissant sans en rendre compte la frontière invisible qui séparait l'ancien monde du nouveau. Les chasseurs suivaient les mêmes troupeaux d'une rive à l'autre, portés par un instinct de survie et de découverte. Un jour, au terme de ce long chemin, ils atteignirent les rivages de ce qui est aujourd'hui l'Alaska. Devant eux, la mer s'étendait à perte de vue, sombre et semée de glaces dérivantes. Derrière, les plaines sibériennes s'effaçaient déjà de la mémoire des anciens. Devant s'ouvraient des terres plus vastes encore, bordées de fjords, de toundras et de montagnes. Ce passage marquait le début d'une histoire nouvelle. Ici, l'hiver imposait des nuits presque sans fin, et l'été, bref et éclatant, transformait la toundra en un océan de fleurs. La mer, riche en poissons et en mammifères marins, devenait à la fois chemin et source de vie. Dans ce monde neuf, les savoirs hérités de Sibérie allaient se mêler à de nouvelles découvertes. Les ancêtres des Inuits ne le savaient pas encore, mais ils posaient les fondations d'une culture qui, des siècles plus tard, s'étendrait sur tout l'Arctique. Leur voyage, commencé sur les steppes lointaines, les avait conduits là où naît le vent du Nord, et ce vent continuerait de porter leur histoire à travers la glace et le temps. Sous un ciel d'un bleu pâle, presque effacé par la lumière, les premiers hommes qui avaient franchi les terres de l'extrême nord posaient leurs pas sur un sol que peu avant eux avait foulé. La neige crissait sous leurs bottes de fourrure, chaque empreinte disparaissant doucement dans le souffle régulier du vent. Devant eux s'ouvrait un monde où l'horizon semblait ne jamais finir, où la ligne entre la terre et le ciel se perdait dans une blancheur diffuse. Ces voyageurs venaient de loin. Ils portaient en eux la mémoire de leurs ancêtres,
un savoir façonné au fil des hivers et des étés courts de Sibérie. Mais ici, tout demandait une attention nouvelle. La glace n'avait pas le même son, la mer gelée ne se brisait pas selon les mêmes lignes, et les animaux eux-mêmes semblaient suivre des lois différentes. Pour survivre, il fallait observer, écouter, s'adapter. Dans leurs mains, ils tenaient des outils minuscules, parfois pas plus longs qu'un doigt. Des lames fines, taillées avec une précision presque délicate, éclataient la lumière du jour en éclats froids. Ces micro-lames, ces grattoirs, ces burins étaient le fruit d'un art patiemment perfectionné, celui de tirer le maximum d'un morceau de silex ou de cherte, dans un monde où chaque éclat de pierre comptait. La pierre se feulait sous des coups mesurés, le geste sûr et répété 1000 fois. Ce n'était pas seulement un travail d'artisan, mais une danse silencieuse entre la main, l'œil et la matière. Ces outils, fragiles en apparence, étaient pourtant les clés de leur survie. Avec eux, ils préparaient les pots, façonnaient des harpons, réparaient les traîneaux, découpaient la viande et l'os. Dans cet environnement, rien n'était gaspillé. Les os des animaux devenaient manches et pointes, les tendons servaient de liens, la graisse offrait chaleur et lumière. Chaque ressource, rare et précieuse, trouvait sa place dans un cycle où tout était utilisé. Leur vie suivait le rythme des saisons, un cycle de déplacement dicté par les migrations animales et l'ouverture des eaux libres. L'hiver, ils cherchaient refuge dans des abris simples, souvent faits de peaux tendues sur des arceaux de bois flottants, maintenus au sol par des cercles de pierre. Le vent hurlait autour de ces tentes, mais à l'intérieur, la chaleur d'un feu et la lumière tremblante des lampes à graisse transformaient l'espace en un cocon fragile. Lorsque les jours s'élongeaient et que la glace se fissurait, ils levaient le camp. Les groupes se déplaçaient en suivant les pistes du caribou ou la route invisible des phoques sous la glace. Chaque halte était brève, chaque campement éphémère. Mais dans ces lieux passagers, ils laissaient des traces. Des cercles de pierre abandonnés, des éclats de silex, des os polis par le temps. Des siècles plus tard, ces vestiges murmureraient encore leur passage aux rares visiteurs. Ils avançaient ainsi, toujours un peu plus loin vers l'est, testant les limites de ce que l'homme pouvait endurer. Les enfants grandissaient au contact direct des éléments, apprenant à lire le ciel, à écouter le craquement de la glace, à reconnaître la respiration d'un animal caché sous la neige. Les anciens racontaient les histoires de leur peuple autour du feu, liant le présent à une mémoire plus ancienne que la glace elle-même. Il y avait dans leurs gestes une forme de patience, comme s'ils savaient que la vie ici ne se gagnait pas par la force, mais par l'attention. Une chasse réussie n'était pas le fruit du hasard, mais d'heures d'observation silencieuse, d'une connaissance intime des lieux et des cycles naturels. Chaque succès était partagé, car la survie d'un individu dépendait toujours du groupe. Parfois, la mer se dégageait assez pour qu'ils partent sur des embarcations rudimentaires, suivant les phoques dans les eaux froides. Parfois, la toundra s'ouvrait et laissait passer des troupeaux entiers, un cadeau rare que l'on accueillait avec gratitude. Mais il y avait aussi des jours de tempête, où l'on ne voyait pas plus loin que quelques pas, où le vent coupait la peau comme un couteau. Alors on attendait, blottis ensemble, écoutant le monde gronder dehors. Peu à peu, leurs pas, leurs gestes et leurs outils dessinaient une manière unique d'habiter l'Arctique. Ils ne laissaient derrière eux ni monuments, ni murs de pierre, seulement ces cercles de campement, ces traces minuscules dans la neige et la terre gelée. Mais dans chaque éclat taillé, dans chaque os façonné, il y avait une histoire. Celle d'hommes et de femmes qui avaient appris à marcher sur la glace, à lire le langage du vent et à trouver, dans un monde de froid et de silence, les ressources pour vivre et continuer. Et ainsi, en avançant lentement sur ce territoire immense, ils préparaient sans le savoir le chemin des générations futures, celles qui, bien plus tard, porteraient le nom d'Inuit et feraient de ces terres gelées
le cœur même de leur monde. Dans le silence tendu de l'hiver, là où le vent se faufilait sans obstacle à travers la toundra, les abris se dressaient comme de petites poches de chaleur au milieu de l'immensité blanche. Les pots tendus formaient des parois souples, fixées solidement au sol par des cercles de pierres plates. Chaque pierre avait été choisie, déplacée et posée avec soin comme un geste appris depuis toujours. Le vent pouvait siffler des heures entières, la neige pouvait s'accumuler contre les parois, mais à l'intérieur, la vie continuait, enveloppée dans une lumière douce et l'odeur épaisse des lampes à graisse. Ces tentes n'étaient pas seulement des abris, elles étaient un centre, un point de rencontre. C'est là que l'on partageait la nourriture, que l'on réparait les outils, que les histoires passaient de bouche en bouche. Les enfants écoutaient en silence, les mains occupées à tresser des cordages ou à gratter les pots, tandis que les anciens parlaient de saisons passées, de chasses mémorables, de voyages accomplis bien au-delà de l'horizon visible. Au-delà de la chaleur fragile du camp, le monde exigeait une vigilance constante. Les déplacements n'étaient jamais improvisés. Il fallait savoir quand le caribou quitterait les collines, quand le bœuf musquet descendrait vers les vallées, quand les phoques viendraient respirer à travers les trous dans la glace. Ces savoirs n'étaient pas écrits dans des livres, mais gravés dans la mémoire et dans les gestes. On les apprenait en suivant les traces, en observant la couleur du ciel, en écoutant le bruit de la glace sous les pas. La chasse au caribou demandait patience et endurance. On avançait à pas lents, se confondait avec les ombres du relief pour s'approcher assez près avant de décocher la flèche ou de lancer le harpon. Chaque animal pris représentait bien plus que de la nourriture. C'était des tendons pour les arcs, des os pour les outils, des peaux pour les vêtements et les abris. Rien n'était perdu, rien n'était pris à la légère. Le bœuf musqué, plus rare, plus massif, exigeait un autre savoir-faire. Il fallait comprendre ses habitudes, anticiper ses mouvements, éviter sa force redoutable. Son épaisse laine, chaude et dense, devenait un rempart contre le froid le plus dur, et sa viande nourrissait le groupe pendant de longs jours. La chasse aux phoques se jouait sur la glace, dans le froid vif, où chaque souffle se transformait en nuage. Les chasseurs s'agenouillaient au bord des trous de respiration, immobiles pendant des heures, attentifs au moindre frémissement. Le moment venu, le geste devait être rapide, sûr, précis. Ces chasses n'étaient pas seulement des épreuves de force ou d'adresse, elles étaient des dialogues silencieux avec un environnement imprévisible. Tout autour, la nature offrait des signes. Le vol des oiseaux annonçait le retour du printemps. L'épaisseur de la glace racontait l'histoire de l'hiver passé. La direction du vent portait des nouvelles invisibles. Parfois le parfum salin de la mer proche, parfois l'odeur sèche de la toundra gelée. Lire ces signes, c'était savoir quand partir, quand attendre, quand se préparer. La vie suivait un rythme que la nature imposait, un enchaînement de gestes et de déplacements qui se répétaient d'année en année, mais jamais exactement de la même façon. Les anciens disaient qu'il fallait toujours garder un œil sur le ciel et une oreille sur la glace, car rien ne restait immobile bien longtemps. À la fin de la journée, quand la lumière commençait à se fondre dans le gris, le groupe revenait vers les cercles de pierre. Les peaux frémissaient sous les rafales, mais à l'intérieur, la chaleur revenait peu à peu. On déposait les prises du jour, on découpait, on préparait, on rangeait pour la saison à venir. Les lampes s'allumaient, projetant sur les parois l'ombre des gestes quotidiens. Dans ce monde, chaque mouvement, chaque observation, chaque décision portait en elle le poids de la survie. C'était un savoir tissé d'expériences anciennes, où la précision des outils répondait à la précision du regard. Rien n'était laissé au hasard, et pourtant tout dépendait aussi de ce que la terre, la mer et le ciel voulaient bien offrir. La nuit tombait lentement, effaçant les reliefs de la neige.
Le vent continuait de courir librement sur la toundra, mais à l'intérieur du camp, le silence prenait une autre forme, celle d'un repos mérité, d'un instant suspendu entre deux chasses, deux déplacements, deux saisons. Ainsi se poursuivait la vie, dans l'équilibre fragile entre l'homme et le monde qui l'entourait, un équilibre entretenu par l'observation patiente et le respect de chaque souffle qui traversait ces terres glacées. Sous le ciel pâle de l'Arctique, une nouvelle manière de vivre prit forme. Elle ne naquit pas d'un seul geste, ni d'une invention soudaine, mais d'un lent tissage de savoir, transmis et perfectionné au fil des générations. Les traces laissées par ce peuple témoignent d'une maîtrise rare, celle d'adapter chaque détail de l'existence à un monde où le froid et le vent semblaient vouloir tout effacer. Là où d'autres avaient dressé des abris de fortune, ses habitants choisirent la terre elle-même comme alliée. Leurs maisons s'enfonçaient partiellement sous la surface, gagnant ainsi la chaleur que le sol retenait. Les parois étaient renforcées de pierres, d'os de baleine, de peaux tendues. Des tunnels étroits servaient d'entrée, emprisonnant l'air froid et laissant le cœur de l'habitation baigné dans une relative douceur. Les voix y résonnaient feutrées, mêlées au crépitement des lampes à huile de phoque. Ces lampes, sculptées dans le savon de pierre, étaient à la fois lumière et feu. Une flamme douce dansait sur une mèche façonnée avec patience, nourrie par la graisse animale. La lumière se reflétait sur les parois, dessinant des ombres mouvantes, comme si les histoires racontées prenaient vie autour de ceux qui les écoutaient. Dans cette clarté intime, on préparait les outils, on réparait les filets, on filait la laine fine arrachée à la fourrure. La glace, que d'autres auraient vue comme un obstacle, devenait pour eux un chemin vers l'abondance. Ils savaient lire ses failles, reconnaître ses souffles, et trouver les passages qui menaient aux trous de respiration. Là, la pêche prenait une forme presque rituelle. On attendait, immobile, guettant un frémissement. Les lignes descendaient dans l'eau noire, armées d'hameçons façonnés avec précision ou de harpons légers qui frappaient vite et juste. Les prises, chars, ombles, maudrues, n'étaient pas que de la nourriture, elles représentaient la continuité d'un savoir et d'un équilibre fragile. Pour rejoindre d'autres zones de chasse ou atteindre les eaux libres, ils façonnèrent des embarcations inédites. Leurs mains savaient assembler bois flottants, os et peaux huilées, créant des formes fines qui glissaient sur la mer. Les kayaks, étroits et fermés, portaient un seul chasseur qui se confondait presque avec la ligne des vagues. Les plus larges embarcations, capables d'accueillir plusieurs personnes, servaient à poursuivre les mammifères marins ou à franchir des bras d'eau plus dangereux. Chaque bateau était pensé pour résister à la morsure du sel, aux coups imprévisibles de la glace et aux roulis des vagues du nord. L'horizon, pour eux, ne s'arrêtait pas à la banquise, il s'ouvrait sur un monde mouvant, où la mer respirait sous la glace, où les courants transportaient la vie. Dans ce paysage, rien n'était figé. Les glaces se rompaient, se refermaient. Les animaux disparaissaient pour revenir ailleurs. La survie exigeait une attention constante, mais aussi une grande souplesse dans les façons de vivre. Leurs gestes étaient précis, mais leur vision restait large. Une chasse réussie n'était pas qu'une prouesse. Elle assurait la chaleur, la lumière, la matière première. Une pêche fructueuse se partageait, liant les familles par une dette réciproque. Un bateau solide était un trait d'union entre les hommes et la mer, entre le présent et la saison à venir.
Au fil des générations, ces innovations devinrent plus qu'un ensemble de techniques. Elles façonnèrent une culture entière, profondément liée au cycle naturel. Dans les maisons semi-enterrées, on parlait des migrations des animaux comme d'événements familiers. Sur la glace, on écoutait le son de l'eau pour deviner son humeur, et sur les mers arctiques, on savait que chaque voyage était à la fois un risque et une promesse. Leur monde n'était pas immobile. Les hivers et les étés se succédaient, chacun apportant ses défis, ses possibles. Entre la pénombre hivernale et les longues lumières d'été, entre le silence des neiges et le fracas des glaces brisées, ce peuple avait trouvé sa place. Les traces qu'il a laissées parlent d'ingéniosité, mais aussi d'une profonde connaissance de la vie, dans toute sa fragilité et sa force. Dans cet équilibre, chaque pierre posée, chaque flamme allumée, chaque coup de pagaie résonnait comme un acte de confiance envers un monde exigeant mais généreux pour qui savait l'écouter. Et dans cette écoute, ils avaient bâti bien plus qu'un abri ou un outil. Ils avaient bâti une manière d'habiter le Nord. Sous la lumière diffuse qui caresse les neiges éternelles, les mains patientes façonnent des formes dans l'ivoire poli. Ce geste n'est pas seulement celui de l'artisan, mais aussi celui du passeur de monde. Chaque trait gravé, chaque courbe polie est un murmure adressé aux forces invisibles qui habitent l'Arctique. L'ivoire, arraché aux défenses du morse ou aux os de la baleine, garde en lui la mémoire des mers profondes et des côtes battues par les vents. Ces sculptures ne sont pas faites pour orner, mais pour accompagner. Elles représentent des ours, des phoques, des oiseaux de mer, mais aussi des formes étranges, mi-humaines, mi-animales. Dans ces figures, l'œil attentif perçoit une histoire, celle d'un monde où les frontières entre les êtres sont fluides, où l'homme peut devenir bête et la bête devenir homme. Ces métamorphoses ne sont pas des illusions, mais des vérités partagées par ceux qui vivent au plus près des forces de la nature. Les chamans, guides spirituels et guérisseurs, connaissent les passages entre ces formes. Leurs rêves sont des voyages, leurs chants des ponts tendus vers les esprits. Dans la pénombre des habitations, ils invoquent l'aide des animaux protecteurs, écoutent les réponses dans le crépitement des flammes et dans le souffle du vent à l'entrée du tunnel. Leurs paroles sont empreintes de respect, car rien n'est pris sans offrir quelque chose en retour. Dans cet univers, un phoque n'est pas seulement une source de nourriture. Il est un être avec une âme, un esprit qui choisit parfois de se donner au chasseur digne de recevoir son corps. L'ours polaire, maître silencieux des glaces, est à la fois craint et vénéré. Certains disent qu'il marche comme un homme sous sa peau blanche et que ses yeux voient au-delà de ce qui est visible. Les oiseaux, messagers du ciel, portent dans leurs ailes le souvenir des horizons lointains et, parfois, on croit qu'ils rapportent les nouvelles des âmes parties depuis longtemps. L'art des sculptures fige ses croyances dans la matière, mais il ne les enferme pas. Au contraire, chaque pièce devient un lien vivant entre celui qui la tient et l'esprit qu'elle évoque. Un petit ours en ivoire posé sur une étagère de pierre veille sur la maison. Un phoque gravé accompagne le chasseur sur la mer, comme une promesse silencieuse de retour. Ces amulettes sont portées, caressées, transmises. Elles s'imprègnent des mains qui les tiennent, du souffle qui les réchauffe, du sel de la mer et du froid de la glace. Le chaman connaît les récits qui expliquent l'origine de ces liens. Dans certains,
les hommes et les animaux vivaient ensemble, partageant les mêmes campements. Mais un jour, une séparation survint, et les êtres prirent des formes différentes. Depuis, chacun porte en lui un écho de l'autre. C'est pourquoi l'homme peut, dans ses rêves ou dans des moments de grande nécessité, retrouver la forme de l'animal, sentir ses muscles, ses sens, sa puissance. Et l'animal, lui, peut comprendre la pensée de l'homme et entendre ses paroles. Dans la longue nuit hivernale, ces histoires circulent autour des lampes à huile. Les enfants écoutent, les yeux brillants, imaginant les transformations et les voyages invisibles. Les anciens ajoutent des détails, comme pour entretenir la flamme du lien sacré. Les plus jeunes apprennent que chaque geste envers un animal doit être fait avec soin. La chasse se prépare avec respect, la prise est utilisée dans son intégralité, et l'esprit de l'animal est honoré pour que le cycle continue. Ce lien avec la faune arctique n'est pas seulement spirituel, il est vital. Sans les phoques, les morses, les poissons et les caribous, aucune communauté ne pourrait survivre dans ce monde. Mais, en reconnaissant que ces êtres partagent la même terre et les mêmes vents, les habitants s'assurent que leurs relations ne deviennent jamais une exploitation aveugle. La gratitude, visible ou silencieuse, fait partie de la survie autant que la technique de la chasse. Ainsi, dans les mains qui sculptent l'ivoire et dans les paroles qui tissent les récits, se perpétue un savoir ancien, celui d'un monde où l'homme n'est pas maître, mais frère. Un monde dans lequel chaque souffle, chaque battement d'iguelle, chaque empreinte laissée sur la neige raconte l'histoire commune de tous ceux qui vivent sous la même lumière boréale. Et tant que ce respect demeure, l'esprit et la glace continueront à marcher ensemble. Ils sont venus de l'Ouest, porteurs d'un savoir nouveau et d'une énergie que rien ne semblait pouvoir arrêter. Leurs pas les avaient menés depuis les rivages d'Alaska, là où les montagnes tombent dans la mer glacée et où les baleines boréales glissent comme des ombres vivantes sous la surface. Leur voyage n'était pas une fuite, mais une expansion, comme si leur monde s'élargissait naturellement vers l'est, porté par le souffle du vent et le rythme des marées. Ils connaissaient déjà le langage de la glace et celui des vagues, mais ce qui les distinguait, c'était leur maîtrise d'un art plus grand encore, celui de chasser la baleine boréale. Cet animal, immense et puissant, était au cœur de leur mode de vie. La baleine n'offrait pas seulement sa chair et sa graisse, mais aussi ses os, qui devenaient charpentes de maison, et ses fanons façonnés en outils et en lignes. La chasse demandait un savoir collectif, une coordination précise entre ceux qui maniaient les harpons, ceux qui guidaient les embarcations et ceux qui observaient depuis la côte, guettant les souffles qui trahissaient la présence de l'animal. Pour atteindre ces géants des mers, ils utilisaient deux types d'embarcations. Le grand umiak, léger mais capable de porter plusieurs chasseurs, fendait les eaux avec une étonnante aisance. Sa structure, faite d'os ou de bois flottant recouvert de peau cousue, épousait le mouvement des vagues comme si elle-même était un être vivant. C'était l'outil des expéditions collectives, de la chasse partagée, du travail en équipe. À côté de lui, le kayak, fin et silencieux, offrait la solitude du chasseur solitaire. Sa coque effilée glissait entre les blocs de glace et se faufilait jusqu'aux bancs de phoques ou aux passages fréquentés par les oiseaux marins. Leur progression à travers les terres arctiques fut rapide. Les côtes devinrent leur route et chaque baie, chaque promontoire, chaque île était une halte, un nouveau point d'ancrage. Partout où ils s'installaient, ils laissaient derrière eux la trace d'un peuple qui savait s'adapter avec souplesse et intelligence.
Leurs maisons, souvent bâties à demi sous terre, se protégeaient du vent comme des coquillages fermés contre la tempête. Les lampes à huile éclairaient les longues nuits, nourries par la graisse de phoques et de baleines, répandant une chaleur douce et une odeur familière. La mer leur donnait la plus grande partie de ce dont ils avaient besoin, mais la terre ne restait pas muette. En été, ils suivaient les migrations du caribou et dressaient des pièges ingénieux le long des passages étroits. Les rivières libres de glace quelques semaines par an livraient leurs poissons argentés. Chaque saison apportait sa tâche et son rythme, et l'année se déroulait comme un cercle parfait, où rien n'était oublié. Leur savoir n'était pas seulement technique, il était aussi fait de récits et de mémoires. Chasser la baleine ne se résumait pas à l'affronter sur les eaux ouvertes, c'était avant tout une négociation invisible avec l'esprit de l'animal. Les anciens racontaient que la baleine choisissait parfois de se donner à un équipage qui avait su lui montrer respect et patience. On ne criait pas victoire après la prise, on murmurait gratitude. Les os et les crânes étaient disposés avec soin sur le rivage, comme pour indiquer au reste du troupeau que le pacte avait été honoré. Dans cette expansion vers l'est, il y avait toujours une part d'inconnu. Chaque nouveau rivage était une promesse et un défi. Mais ils savaient lire les signes, la forme des nuages, l'odeur de l'air, la couleur de la glace. Leur voyage n'était pas des errances. Ils suivaient un fil invisible tendu entre les mémoires des anciens et les besoins du présent. Le passage d'une région à l'autre ne se faisait pas en conquérant, mais en hôte attentif. Les ressources étaient partagées, les territoires de chasse organisés pour que l'équilibre demeure. Les enfants grandissaient dans cette certitude que la mer, la glace et la terre étaient des partenaires, non des possessions. Et ainsi, de baie en baie, de courant en courant, ils ont tracé un chemin que la mémoire des glaces a conservé. Un chemin fait de gestes répétés 1000 fois, de chants pour guider les rêmes, de silence pour écouter le souffle de la mer. Un chemin qui menait toujours un peu plus loin, mais qui, à chaque halte, retrouvait la même vérité. Ici aussi, le monde pouvait devenir maison. Lorsque l'hiver refermait ses mains glacées sur la toundra et que le vent balayait la plaine avec la force d'une mer déchaînée, il fallait que la maison soit plus qu'un abri. Elle devait être un prolongement du corps, une seconde peau où la chaleur naissait, s'accumulait et se préservait. Dans ces terres où les arbres ne poussent pas et où la pierre manque, on bâtissait avec ce que la mer offrait. Les os immenses des baleines boréales, restent monumentaux d'anciennes chasses ou de carcasses échouées sur les plages. Ces os, polis par le sel et le temps, formaient la charpente. Leurs arcs naturels rappelaient déjà les courbes d'un toit et leur solidité résistait au poids de la neige comme aux rafales. Les mâchoires servaient de poutres, les côtes de colonnes et les vertèbres, massives, devenaient parfois support ou assises. Une fois la structure dressée, on tendait des peaux de phoque ou de caribou, épaisses et imperméables, qui claquaient au vent avant d'être recouvertes de neige tassée. La neige, paradoxalement, isolait. Elle étouffait le bruit du dehors, ralentissait la fuite de la chaleur et transformait la lumière du jour en un voile doux filtré par les parois. À l'intérieur, la vie se concentrait autour de la lampe à huile, cette flamme discrète alimentée par la grâce animale. La chaleur qu'elle produisait ne se dissipait pas. Les parois, basses et épaisses, gardaient la tiédeur comme on garde un souffle dans le creux des mains. On apprenait à vivre près les uns des autres, partageant l'air chaud et la lumière tremblante, dans un espace où chaque objet avait sa place et son rôle. Stocker les vivres demandait la même ingéniosité que construire. La mer et la chasse offraient des ressources abondantes par moments, mais éphémères. Alors on creusait dans le sol gelé, où on utilisait des caches de pierre à l'extérieur, à l'abri des prédateurs.
La viande était séchée ou congelée naturellement par le climat, tandis que la graisse, riche en énergie, se conservait dans des outres de peau. Rien n'était perdu. La moindre parcelle trouvait un usage, que ce soit pour nourrir, chauffer ou fabriquer un outil. Il y eut une époque où le climat sembla se montrer plus clément. On l'appelle aujourd'hui le petit âge chaud médiéval. Une parenthèse fragile où les étés étaient plus longs et les glaces se retiraient un peu plus tôt. Ce changement n'était pas un bouleversement, mais il ouvrait des possibilités nouvelles. Les routes maritimes devenaient plus accessibles, les saisons de chasse s'allongeaient et certaines plantes, jusque-là rares, poussaient en plus grand nombre dans les vallées abritées. Les communautés s'adaptaient avec souplesse, profitant de cette générosité relative, tout en restant conscientes que rien ici n'est jamais acquis. Cette période voyait aussi une intensification des échanges entre groupes. Les maisons de baleines et de peaux devenaient des haltes où l'on partageait nouvelles et récits, où passaient des chasseurs venus de loin, portant des outils façonnés dans d'autres régions, des peaux tannées selon d'autres méthodes. Les structures, bien que solides, n'étaient pas figées. On pouvait les réparer, les déplacer, ou en bâtir de nouvelles ailleurs, toujours selon les besoins des saisons et des déplacements. Vivre dans un espace de telle sorte, c'était être en dialogue constant avec le dehors. Le moindre sifflement du vent, la vibration d'une paroi, l'odeur de la neige portait un message. La maison n'était pas une frontière qui coupait du monde, mais un filtre, un lieu d'écoute et de repos entre deux départs. On y apprenait à lire les signes de l'environnement, à sentir quand la glace se fragilise, quand les nuages annoncent la tempête, ou quand le souffle du sud apporte la promesse d'un dégel. Ainsi, au cœur de la nuit polaire comme sous le soleil bas de l'été, ces demeures d'os et de neige racontaient l'histoire d'une alliance. Alliance entre l'homme et les géants marins, dont les restes donnaient forme au refuge. Alliance entre la chaleur intérieure et le froid extérieur, maintenue par un équilibre fragile et millénaire. Et au-delà, alliance entre la mémoire des anciens et l'ingéniosité toujours renouvelée de ceux qui savent que dans l'Arctique, survivre n'est moins un acte de force qu'un art de vivre avec ce que le monde veut bien offrir. Le premier son n'est pas celui du vent, ni de la glace qui craque, mais celui des pattes. Un rythme régulier, discret tambour sur la neige, qui précède l'arrivée des voyageurs. Les chiens, silhouettes puissantes dans le halo blanc, ouvrent un chemin là où l'homme seul ne pourrait passer. Leurs pattes fendent la poudreuse, leur souffle se mêle à l'air glacé, et devant eux, la piste s'allonge, parfois jusqu'à se fondre dans l'horizon. Le traîneau à chien n'est pas seulement un outil, c'est une invention née de la compréhension intime du territoire. Sa forme allongée épouse la neige, ses patins glissent sur la glace comme une main sur l'eau. Le bois souple absorbe les chocs, les ligatures en cuir ou en tendon plient sans rompre. Chaque élément est conçu pour résister aux secousses des banquises et aux trajets où il n'existe aucune route, seulement des traces éphémères façonnées par le vent. Les chiens ne sont pas de simples bêtes de charge, ce sont des compagnons, liés à l'homme par une histoire commune qui dépasse la nécessité du voyage. Élevés pour leur force, leur endurance et leur instinct, ils savent anticiper les dangers. Sentir la glace mince avant qu'elle ne cède, trouver un passage entre les congères, garder le cap même lorsque la tempête efface tout repère. Leur loyauté vient autant de l'élevage que d'un quotidien partagé. Repas dans le froid, repos côte à côte sous les aurores. Voyager ici n'est jamais un caprice, c'est répondre au rythme des saisons. L'hiver, la glace ferme les eaux libres, permettant de traverser des zones impraticables en été. Les traîneaux glissent alors sur des surfaces fermes, transformant l'immensité en un réseau invisible de routes passagères. À la fonte des glaces, on gagne les terres plus hautes,
empruntant les dernières rivières gelées avant qu'elles ne redeviennent courantes. Chaque trajet répond à un appel, la chasse, l'échange, la rencontre ou simplement la survie. La connaissance de ces routes ne s'écrit pas. Elle se porte en mémoire, transmise de génération en génération. Un rocher isolé, une forme dans l'horizon, la manière dont le vent sculpte une crête de neige, autant de signes qui indiquent la voie. Ce savoir est fluide, car rien ici ne reste figé. Les tempêtes modifient les reliefs, les courants brisent la glace, et l'itinéraire d'hier peut devenir le piège de demain. Le départ se fait souvent en silence. On fixe les harnais, on charge le traîneau de provisions, de peaux, d'outils. Les chiens immobiles retiennent leur énergie. Puis, à un signe, la tension se libère et le traîneau s'embranle filant sur la neige avec une légèreté trompeuse. Des heures passent dans un mélange d'effort et de contemplation. Le souffle régulier des animaux, le craquement discret du bois et cette impression d'être porté par un mouvement plus vaste que soi, comme si l'on glissait au cœur du temps. Les haltes sont brèves, mais essentielles. On nourrit les chiens avant soi-même, on vérifie les cordages, on scrute le ciel. Le succès d'un voyage repose sur l'équilibre entre les forces, celle des bêtes, du traîneau, de l'homme. Trop presser l'une, c'est risquer de perdre les autres. Lorsque les silhouettes des habitations se dessinent à l'horizon, le traîneau se ralentit de lui-même. Les chiens reconnaissent les odeurs, les sons familiers. Le voyage s'achève, mais la route demeure en suspens, prête à renaître au prochain appel du froid et de l'espace ouvert. Dans ces terres où chaque déplacement est une aventure, le traîneau à chien n'est bien plus qu'un moyen de transport. Il est la mémoire mouvante des anciens chemins, le lien vivant entre les hommes et les saisons, le battement régulier qui rythme la traversée du monde blanc. Sous le ciel clair de l'hiver arctique, les voix des enfants se mêlent au souffle du vent. Elles portent des mots anciens, transmis sans rupture depuis des siècles, qui résonnent encore dans les maisons d'aujourd'hui comme dans celles que bâtissaient leurs ancêtres. Les Inuits modernes vivent avec la même mer, la même glace et les mêmes étoiles que les Tulés. Et dans leurs gestes quotidiens, on retrouve l'empreinte intacte d'un héritage façonné par des générations de voyageurs, de chasseurs et de conteurs. Les visages ont changé, les vêtements se sont enrichis de matières nouvelles, mais les mains savent toujours réparer un filet, assembler un traîneau ou découper la neige pour ériger en abri. Le savoir ne s'est jamais figé dans un passé lointain, il circule encore, comme un souffle qui ne s'éteint pas, reliant les jeunes aux anciens par la pratique, le regard et cette patience silencieuse que dicte le climat. La langue demeure l'un des liens les plus profonds. Elle porte en elle des nuances que seul le paysage peut inspirer. Une multitude de mots pour dire la neige, les courants marins, la lumière filtrée par la glace. Chaque terme est comme une balise sur la carte invisible de leur monde. Parler cette langue, c'est déjà marcher sur les traces des ancêtres, car chaque phrase porte le poids et la douceur de siècles d'observation. Les traditions, elles, ne sont pas de simples rituels. Elles sont le prolongement d'une manière d'habiter en espace qui ne pardonne pas l'oubli. Les chants de gorge, les récits oraux, les fêtes où se mêlent danse et tambour, tous sont des points de rencontre entre le présent et la mémoire. Dans ces instants, les voix d'aujourd'hui s'accordent à celles d'hier, et on sent que le temps ici ne se mesure pas seulement en saison, mais en transmission. La mer reste un horizon familier et nécessaire. Ses eaux, parfois figées, parfois mouvantes, continuent de nourrir ceux qui savent les lire. Les techniques de chasse ont évolué, les embarcations ont gagné en résistance, mais l'attente silencieuse sur la glace,
le guet patient d'un souffle de baleine ou d'un mouvement sous la surface, demeurent les mêmes. C'est une école de concentration et d'humilité que peu d'endroits au monde imposent avec autant de constance. La glace, elle aussi, reste un langage. Elle parle par ses craquements, ses reflets, ses fractures, et ceux qui vivent ici savent encore l'écouter. Il faut savoir où elle est sûre, où elle cache un piège, où elle se déplace lentement, emportée par les courants. Ce savoir n'est pas qu'une technique, c'est un pacte ancien, une compréhension mutuelle entre l'homme et la matière qui l'entoure. Les aînés rappellent que la mémoire ne réside pas seulement dans les récits, mais dans la manière même de se tenir face au monde, l'attitude face au froid, le respect des animaux chassés, la gratitude silencieuse envers ce que la terre et la mer offrent. Ces valeurs façonnent encore la vie, même si les outils sont désormais plus modernes, même si l'accès à l'ailleurs est plus rapide. L'essentiel, disent-ils, reste immuable. Vivre ici, c'est accepter de marcher en équilibre constant entre force et prudence. Et puis, il y a la mémoire des anciens, diffuse comme la lumière boréale qui glisse sur l'horizon. Elle ne se lit pas dans les livres, mais dans la façon dont les enfants tracent leur premier cercle dans la neige, dans la manière dont un chasseur prépare son camp, ou dans le silence respectueux qui suit un repas partagé. Elle imprègne chaque souffle, chaque geste, chaque regard porté sur la mer. Dans cet espace immense, le passé n'est jamais vraiment passé. Il marche encore, au rythme lent des traîneaux. Il glisse sur l'eau sombre entre deux flots. Il se tient immobile dans le calme des nuits sans vin. Les Inuits modernes avancent dans ce présent avec la conscience d'être à la fois héritiers et gardiens d'un monde fragile. Ils savent que la glace peut se retirer, que les saisons peuvent changer, mais que tant que les histoires, la langue et les gestes perdurent, l'Arctique vivra encore, porté par ceux qui en sont les enfants. Et lorsque le soleil rase l'horizon, projetant sur la banquise une lumière d'or pâle, il semble que le temps se replie sur lui-même. Passé et présent se confondent. Et dans ce mélange silencieux, la mer, la glace et la mémoire forment un seul et même souffle, celui de l'Arctique, éternel, patient et toujours en mouvement.